Je suis Gila Clara Kessous, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Une des meilleures façons de féminiser les boards en France, c'est également de permettre aux femmes d'avoir confiance en elles en leur proposant un travail en lien avec une dirigeance. C'est le cas de mon invitée. Elle est directrice générale d'Adobe France depuis juillet 2021. Avec plus de 15 ans d'expérience dans le secteur des technologies, elle a occupé des postes de direction chez EMC, Salesforce, Splunk. J'ai le grand plaisir de recevoir dans le podcast Women on Board, Sophie Yannikopoulos. Sophie, merci d'être là. Bonjour Gila. Bonjour. Alors, une des premières questions, ça va être justement revenir sur ce parcours qui va nous permettre de comprendre comment est-ce que vous avez pu accéder à la dirigeance de Adobe France et puis comment est-ce que vous avez pu aussi vous faire une place dans les boards. Ça va être long. On est tout oui. Alors, comment ça commence ? Moi, je suis une vendeuse à la base. Et donc, la bonne nouvelle avec les vendeuses, avec les commerciales, c'est qu'on sait vendre des produits, on sait vendre des solutions, mais on sait aussi se vendre soi-même. Mmh. Donc, c'est finalement cette attitude que j'ai gardée en ligne de fond depuis que j'ai commencé à travailler, qui m'a fait pousser les murs pour aller ouvrir des portes, pour aller chercher des clients, pour effectivement pousser les promotions et puis les augmentations et aller chercher à chaque fois ce qui allait me permettre d'aller encore plus loin. Et puis aussi, surtout, de créer un réseau. Parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Quand on veut continuer à pousser des portes, finalement, c'est les personnes qu'on va rencontrer qui vont nous aider à pousser les bonnes portes et pas les portes qui vont atterrir dans un cul-de-sac. Et c'est comme ça, en fait, que je suis passée de commercial à manager de commerciaux, à manager de manager, à manager de manager de manager, jusqu'à ce qu'on vienne me proposer, il y a 1 an et demi, de faire partie de mon premier conseil d'administration. Donc ça, c'est l'histoire que je peux raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis membre du conseil de surveillance d'Adéquate, qui est une entreprise d'intérim, qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais en tant que directrice générale chez Adobe. Mais c'est tout ça, en fait, qui m'amène à ça. Et après, bien sûr, qu'on en parlera, puisque j'ai fait des formations. J'ai eu la chance de travailler pendant plus de, tu disais 15, c'est presque 20 ans maintenant, dans des entreprises américaines qui m'ont complètement accompagnée, qui m'ont formée, qui m'ont envoyée à Londres, aux États-Unis, à Amsterdam, sur des formations pour que je gagne en confiance dans mon leadership, en confiance dans ma singularité managériale, qui m'ont offert des formations à HEC de coaching, qui m'ont offert des formations à Londres pour apprendre à ce que c'est qu'être woman on board, ou woman for the board. Donc tout ça, en fait, c'est des choses que les entreprises m'ont apportées. Donc j'ai commencé en disant, je suis une vendeuse et j'ai poussé les portes, et c'est vrai, j'ai poussé les portes pour, à chaque fois, tous les 3 ans, avoir une promotion, avoir une augmentation, aller accepter aussi de quitter des entreprises pour aller faire non pas un step, mais 2-3 steps, parce qu'on sait que c'est potentiellement plus facile d'avoir une élévation, on va dire, pas sociale, mais une élévation de niveau de hiérarchie en sortant, en allant dans une autre entreprise. Et tout ce combo-là, évidemment, qui continue avec mon réseau actuel, qui continue, parce que mon réseau continue à grandir, fait que ça devient une magnifique spirale vertueuse. Mmh.
une spirale vertueuse, une spirale, mais que vous avez dû gagner à la force du poignet. Hein. On entend ouvrir les portes, quelquefois peut-être défoncer les portes. Ça a été un parcours que vous avez vous-même créé, je dirais même que vous avez voulu à chaque fois dans la transformation. On sent, lorsque vous nous expliquez que vous êtes vendeuse, que l'idée c'est de pouvoir essayer d'avancer, avancer. Vous parliez de réseau. Qui vous a le plus aidé dans votre parcours ? Et vous parliez justement qu'on était venu vous chercher dans les boards. Alors, c'est pas le cas de toutes les femmes, vous le savez. Vous devez ça à qui ? Alors, si on parle déjà d'évolution de ma carrière, chacun de mes managers ont été des mentors pour moi. Et j'ai la chance d'être toujours en contact avec toutes les personnes qui m'ont managé depuis 20 ans. Et donc ces personnes-là, alors ce sont que des hommes, parce que j'ai jamais été managée par une femme. Intéressant. Mais tous ces hommes sont des mentors pour moi, chacun avec leur expérience, leur qualité, leur point de vue. Et à chaque fois, ce sont des personnes qui m'ont mis en contact avec d'autres personnes. Donc ça, c'est comme ça aussi que mon réseau a grandi. Ensuite, je suis dans la tech depuis plus de 20 ans, et c'est un petit monde. C'est un petit monde où tout le monde se connaît. Donc en fait, on s'entraide. On a créé vraiment, il y a l'alumni de la tech. Et donc on s'entraide entre nous d'une part pour les nouvelles prochaines bonnes opportunités, mais aussi pour recruter les meilleurs talents. C'est-à-dire que quand aujourd'hui je dois recruter, ou quand mes anciens collègues ou mes anciens patrons doivent recruter, ils me sollicitent, on se sollicite. Là, je viens de recevoir, juste avant qu'on se parle, un message de mon ancien patron qui me dit qu'il est en poste pour un nouveau job sur un poste européen, et il a demandé à ce qu'on m'appelle comme référence, et en fait on est dans cette relation en permanence. Donc ça, ce réseau-là, il est très important, ce qui fait que quand on arrive après à des fonctions de direction générale où on est susceptible d'intéresser des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, on a des gens qui parlent de nous. Et c'est exactement ce qui s'est passé sur mon job sur ma fonction, on va dire, de conseil d'administration. C'est qu'on a parlé de moi. On a dit, il faut absolument que tu rencontres Sophie. Et ce que je vois aujourd'hui, c'est que forcément, c'est un petit monde, un nouveau petit monde, ce monde des conseils d'administration, où les fonctions se passent finalement. Je vois bien là, quand je suis au conseil d'administration d'Adéquate, au conseil de surveillance pour être précise, il y a d'autres patrons de boîtes qui sont là, en tant qu'eux aussi membres du conseil de surveillance. Et donc eux aussi ont besoin d'avoir des femmes dans leur conseil d'administration. Et donc naturellement, ils vont me poser la question, en me disant, en fait, ça t'intéresse de prendre un nouveau conseil d'administration pour ma boîte ? Ah non, moi je peux pas aujourd'hui, ça fait un peu plus d'un an que je suis sur ce conseil de surveillance, je dois aussi équilibrer mon temps. Parce que à côté de ça, je suis aussi une maman, une femme, et puis j'ai aussi une fonction très importante au sein d'Adobe avec pas mal de choses à gérer. Mais donc on voit bien que je suis rentrée dans un réseau qui va continuer à grandir. Et mon plaisir, c'est qu'il n'y a pas une femme que je rencontre aujourd'hui, et j'ai un gros réseau de femmes, qui me dit pas qu'elle est intéressée pour rejoindre un conseil d'administration. C'est-à-dire que toutes les femmes dirigeantes aujourd'hui avec qui j'échange me disent, écoute, si tu peux même me mettre en relation avec des personnes qui recherchent des femmes dans leur conseil d'administration, je suis là. Donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de femmes pour rejoindre des conseils d'administration, c'est pas vrai. Oui, mais alors le problème, et c'est ce que vous souleviez, c'est que c'est des femmes qui vont être identifiées dans les conseils d'administration. En fait, c'est à elles-mêmes qu'on va proposer des postes. C'est-à-dire que du coup, il y a des femmes qui se retrouvent avec 10 conseils d'administration, alors que vous en avez toute une liste qui attend, qui sont tout à fait compétentes pour pouvoir onboarder. Donc du coup, et lorsque vous dites, je suis en lien avec d'autres femmes qui me disent qu'elles sont intéressées, aujourd'hui, il y a une demande qui ne rejoint pas une offre, parce que l'offre reste encore trop confidentielle, d'où justement la nécessité de ce podcast. Vous dites aujourd'hui que vous êtes en capacité de pouvoir relayer
le fait que telle ou telle entreprise recherche une femme, par exemple, dans un board. Où est-ce que c'est publié, ça? Comment on peut le savoir quand on n'a pas la chance de vous avoir dans son réseau? Aujourd'hui, c'est pas publié. Donc, il y a des. J'ai vu qu'il y avait des réseaux qui se créaient comme Women of Influence, où il y a des personnes qui rassemblent un peu toutes les demandes. Parce qu'il y a plusieurs types de bornes. Il y a les bornes pour les grandes entreprises type CAC, CAC SBF 120. Il y a qui sont très compliquées à avoir. Donc là, on cherche des personnes très expérimentées. Puis ensuite, il y a les bornes pour les entreprises de taille intermédiaire. Donc là, il y a les réseaux de CEO, de directeurs généraux. Donc là, il y a des réseaux. Il y a un réseau qui s'appelle YPO, où en fait, ce sont les jeunes CEO qui ont été CEO avant l'âge de 45 ans, par exemple. Là, il y a un vivier de CEO qui ont besoin d'avoir des personnes dans leur conseil d'administration. Par exemple, le CEO d'Adéquate fait partie de ce réseau. Après, il y a aussi des réseaux de scale-up, où là aussi on recherche des personnes avec des conseils d'administration. Donc on voit bien que faire partie d'un conseil d'administration pour une scale-up, une start-up ou une scale-up ne va pas demander la même compétence que pour être au conseil d'administration du groupe Danone, par exemple. Mmh. Donc j'allais dire, il y a de la place pour tout le monde. Ce qu'il y a, c'est que c'est confidentiel. C'est ça. C'est confidentiel parce que ce sont des réseaux qui ne sont pas fermés, mais qui sont des réseaux d'entre-soi. Donc, si je suis plutôt dans la galaxie des startups et des scale-up, je sais globalement, parce que forcément, je connais maintenant ces réseaux, je sais quelle est la personne qui va être la mieux placée pour, on va dire, trouver les bonnes opportunités dans ce monde-là. Idem dans le monde des PME, où là, c'est beaucoup plus étalé, puisqu'il y a des PME, il y a énormément de PME en région aujourd'hui. Mmh. Des ETI lyonnaises, sur la région de Nantes. Donc là, c'est beaucoup moins parisien. Et puis après, effectivement, il y a le Graal, j'allais dire, c'est les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Est-ce que vous aimeriez faire partie des conseils d'administration du CAC 40 ou alors vous répondriez la même chose, à savoir, je n'ai pas le temps? Aujourd'hui ? Oui. J'allais dire, ça serait... D'abord, je serais très flattée qu'on me propose ça. Maintenant, la complexité quand même de faire partie d'un conseil d'administration, c'est qu'il y a le temps, on va dire. Le temps lui-même, c'est une journée par trimestre où on valide en fait le bilan, les enjeux stratégiques. Donc c'est une journée par trimestre, donc ça c'est ok, c'est 4 jours par an où je pose une journée de congé et puis je vais à un autre métier. Si je commence à le faire 2 fois, 3 fois, c'est 12 jours de vacances. On va dire, si c'est 3 conseils d'administration, c'est 12 jours de congé que j'ôte à ma vie de famille, aujourd'hui, alors que j'ai encore des enfants qui sont en bas âge et qui ont besoin de moi. Et puis après, il y a, en dehors de ces jours, il y a quand même des réunions à côté pour préparer. Des fois, il y a des conseils d'administration qui se terminent et puis on n'est pas allé au bout d'un sujet, donc on va rajouter une réunion en fin de journée. Souvent, c'est à partir de 19h, quand tout le monde peut se libérer, qu'on fait ses calls. On peut pas faire ça trop longtemps. Et donc, j'allais dire, si demain une entreprise du CAC 40 me propose, bien sûr que je vais me poser la question. Mais vous n'êtes pas sûr de votre réponse. Mais je suis pas sûre de ma réponse. Ouais. On entend que c'est vraiment un engagement en termes de temps de pouvoir faire partie d'un board. Est-ce que vous avez l'impression en tant que femme que votre voix est entendue de la même manière que celle des hommes? Vous mentionnez donc cette boîte Adéquate. Mais est-ce que vous avez l'impression que tout se joue pendant le board ou tout se joue hors board? Est-ce que vous avez choisi, on va dire, un axe stratégique qui vous parle plus qu'un autre? Puisque c'est vrai que c'est pas du tout votre expertise. Comment est-ce que vous avez fait déjà pour pouvoir être intégré? Bon, là, vous aviez la chance d'avoir été choisi. Mais comment s'est passée la phase d'intégration et combien de femmes autres que vous font partie de ce board? Si on prend cet exemple, c'est assez marrant. Et en fait, Arnaud m'a choisi pour représenter le côté digital. En gros, Adéquate, c'est une entreprise familiale. Son papa, il a été le fondateur et il est actionnaire majoritaire avec ses 2 sœurs, qui sont donc au conseil d'administration, au conseil de surveillance avec lui. Et effectivement, il voulait féminiser, donc c'était intentionnel, il voulait féminiser son conseil de surveillance et donc recruter 2 femmes. Une pour prendre la fonction plutôt RH,
et une pour prendre la fonction plutôt digitale. C'était son choix au départ. Et donc, il a recruté 2 femmes. Et quand il m'a choisi, effectivement, ce qu'il m'a dit, c'est, tu verras, on est un peu à l'ancienne, on fait de l'intérim, et moi, j'ai adoré le fait de me dire, je suis un peu hors sol dans mon job, je vends de la tech, je vends des logiciels, et là, on est vraiment au cœur d'une entreprise qui est basée à Lyon, qui a des agences dans toutes les villes de France. Je vais vraiment voir ce qui se passe pour de vrai dans la vie des gens. Et c'est ça dont j'ai besoin aujourd'hui pour justement rester ancré sur ce que les Français vivent pour de vrai. Et il m'a dit, moi, j'aimerais bien que tu nous challenges sur la digitalisation, la transformation digitale de mon entreprise. Ok. Donc, c'est ça la posture que j'ai prise pour le premier conseil d'administration où j'étais. Et en fait, maintenant que ça fait un peu plus d'1 an, 1 an et demi, j'ai dû en faire 6, c'est pas sur ces... Alors, au début, je les ai challengés sur l'usage de l'intelligence artificielle, sur les applications pour les intérimaires, pour leurs clients, sur le CRM, enfin bon, voilà, tous ces sujets-là. Mais en fait, aujourd'hui, là où finalement je pense que j'apporte le plus de valeur, c'est sur la performance commerciale. Intéressant. C'est vraiment sur le business. Parce que, et c'est ce qu'il me dit. Il me dit finalement, ce qui est super, c'est que tu as une vision d'ensemble. Et tu as une vision d'ensemble sur comment ça marche une entreprise, comment ça marche une organisation, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour mesurer la performance des commerciaux. Et finalement, le digital, c'est un des sujets qui va accompagner, par exemple, la performance des commerciaux. Mais c'est ça qui est très intéressant et assez paradoxal. Quand une femme est recrutée dans un board, elle est avant tout recrutée pour une expertise, une spécialité, et pas forcément pour une capacité de stratégie d'ensemble. Et ça, donc, ce que vous nous dites, c'est que c'est ce qui s'est passé pour vous. Exactement. Et d'ailleurs, il m'a dit, pour le prochain recrutement, si tu connais d'autres personnes comme toi qui ont justement cette capacité à un peu tout connaître de tous les métiers, finalement, c'est ce qui m'intéresse, c'est pas forcément une expertise. Donc, je pense que lui-même, il est en train aussi d'évoluer dans les profils qu'il recherche. Intéressant. Alors, il faudrait expliquer un petit peu à nos auditeurs la différence que vous faites entre le côté dirigeance et le côté gouvernance. Dirigeance, c'est être dans l'exécution, à la tête du pilotage, et on sait combien est-ce que vous êtes apprécié dans votre leadership. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner au micro. Vous arrivez à créer un followership réel, et vous faites un vrai travail sur ça par rapport à de la créativité dans le côté de leadership. Par contre, on va dire que dans la gouvernance, vous attendez qu'on vous sollicite. Donc, on n'est pas du tout sur la même chose. Comment est-ce qu'une femme, justement, qui est dans la dirigeance, qui est dans les hauts potentiels, doit être capable de se modeler pour devenir politique, en fait ? C'est pas politique. Enfin, moi, en tout cas, c'est pas comme ça que je le perçois. Ce qui est sûr, c'est que ça n'a rien à voir. D'un côté, en tant que dirigeante chez Adobe, je suis hyper opérationnelle. Je vais voir des clients, j'organise des réunions, je fais en permanence. Peut-être que je fais presque trop, mais je fais. Là, je fais rien. Là, j'écoute, je pose des questions. Et pourquoi vous ne feriez pas comme ça ? Vous avez essayé de faire comme ça ? Ou des fois, je donne des exemples. Par exemple, moi, j'ai fait ça. Ça pourrait être adapté ou pas à votre métier. C'est tout. Donc on n'est pas du tout dans le faire. Pas du tout. On est dans le questionnement. Finalement, je retrouve un peu plus une posture de coach. Posture basse. Je connais rien de leur métier. Donc, je peux pas me permettre de retranscrire ce que je vis aujourd'hui dans un secteur d'activité qui n'a rien à voir, avec des populations qui n'ont rien à voir. Chez Adobe, il y a 95% de cadres. Donc, c'est plus, je reprends une posture basse, d'écoute, et puis je pose des questions, je donne des exemples, et je vois en fait que c'est suffisant parce que chaque trimestre, on voit que les choses ont tellement avancé. Donc c'est justement une autre chose dont je voulais parler, c'est cette capacité de patience qu'il faut avoir dans les boards, parce que normalement les décisions sont quand même à long terme. Donc vous dites que quand même sur le trimestre vous voyez des choses qui changent. J'ai un exemple sur l'IA.
ils m'ont sollicité en me disant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc je leur ai parlé que c'était important d'abord que ce soit le haut, donc les dirigeants de l'entreprise qui soient formés au type de cas d'usage qu'ils pouvaient mettre en place grâce à l'IA et l'IA générative, par exemple. Et puis qu'ensuite, une fois qu'ils étaient convaincus, il fallait qu'ils se forment, mais qu'ils laissent diffuser tout ce que l'IA générative pouvait apporter dans leur métier à toutes leurs équipes. Et potentiellement, il y avait plein de cas d'usage qui allaient arriver aussi par les équipes terrain. Donc, voilà. Et puis après, ils m'ont demandé, est-ce que tu peux nous mettre en relation avec quelqu'un qui peut nous aider là-dessus ? Donc, je les ai mis en relation avec quelqu'un qui pouvait les aider là-dessus. En l'occurrence, le Hub Institute. Et juste, c'est magique. En fait, c'est que 3 mois après, on voit le truc qui est en train d'être mis en place. Et puis là, ils sont en train de former tous les collaborateurs. Puis il y a un événement. Donc, c'est très bizarre pour moi. Parce que moi, je n'ai pas l'habitude de poser une question, de donner un contact à quelqu'un et puis ensuite laisser faire. En général, je suis toutes les semaines, voire tous les jours, que ça avance. Et donc, ça me fait beaucoup grandir aussi sur mon style de leadership. Ça vous permet de faire le pas de côté, justement, Absolument. pour essayer de prendre les choses de façon beaucoup plus globale. On a l'impression, lorsqu'on vous entend sur tout votre parcours, qu'en fait, vous avez rencontré des hommes qui n'avaient pas peur du mot ambition quand il s'agit d'une femme. Au contraire, ils vous ont porté pour faire en sorte que vous puissiez grandir. Est-ce que vous avez quand même rencontré des personnes, alors hommes ou femmes, qui se sont mis en travers de votre chemin et qui, on va dire, ont plutôt mis en question votre style de leadership ou votre capacité d'influence ? Alors, la question étant bien sûr, est-ce que vous ne le faites pas vous-même, ou peut-être que vous l'avez fait vous-même à un moment dans votre carrière avec ces questions de perfectionnisme, mais est-ce que vous avez eu vraiment, on a l'impression que vous avez rencontré que des alliés, est-ce que vous avez eu des personnes qui au contraire se sont mis au travers de votre chemin et que vous avez dû, on va dire, mettre de côté, sciemment ? Ah non, alors j'ai pas eu que des alliés. J'ai eu la chance d'avoir du caractère. Et donc de ne pas me laisser faire et de dire assez vite ce que je pense. Donc j'ai été en conflit avec certains hommes qui finalement ne validaient pas soit ma façon de faire, ma façon d'être. Mais ce qui m'a le plus touchée, c'est pas ça. Ce qui m'a le plus touchée, parce que j'ai le caractère pour vraiment pousser les portes et donc pousser les personnes qui gênent. Voilà. Donc j'ai cette chance-là. En revanche, ce qui m'a le plus touchée dans mon cheminement, c'est les personnes qui ont critiqué mon style de management, mon style de leadership. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué très gentiment. J'ai un vrai leadership de cœur aujourd'hui. Moi, j'aime mes équipes et ce qui me drive, c'est le fait de les mettre dans un environnement dans lequel ils se sentent en sécurité, dans lequel ils se sentent accompagnés pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est viscéral, c'est incarné. Et quand j'ai eu des managers qui m'ont reproché à plusieurs reprises que j'étais trop gentille, pas assez dure, trop dans l'accompagnement. Ça, oui. Mais en fait, je pense pas que je sois pas dure, parce que je suis exigeante, mais je le fais toujours avec, c'est même pas le mot bienveillance, c'est avec un immense respect pour la personne, et je me mets toujours à sa place. Systématiquement, je me mets à la place de mes collaborateurs, et je me mets à la place de mes clients, et je pense que c'est ça qui fait aussi que j'ai réussi à être performante à chaque fonction qu'on m'a proposée, parce que je me mets à la place du client. Et donc, je me mets toujours dans ses chaussures pour me dire, OK, quelle est la bonne approche qu'il faut qu'on ait ? Et c'est la même chose avec mes collaborateurs. Et l'impression que ça peut donner à certains hommes, surtout, là, pour le coup, c'est que je suis trop cool. Je suis trop gentille. Je suis trop sympa avec mes clients. Je suis trop sympa avec mes collaborateurs. Et ça m'a valu des gros conflits, ouais. Une question pratico-pratique. Pourquoi n'avez-vous jamais été dans les boards de ces différentes entreprises dans lesquelles vous avez su monter les échelons ? Pourquoi est-ce qu'Adobe ne vous a pas proposé de board ? Alors, parce que j'allais dire, je suis dans des entreprises américaines je travaille dans une entreprise américaine depuis 2006.
Et donc les boards sont potentiellement faits différemment pour chacune d'entre elles. C'est des entreprises c'est des entreprises qui sont cotées en bourse. Et puis j'étais pas du tout dans des fonctions en capacité pour être capable d'apporter ça. Donc la question s'est même pas posée en fait. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus capable d'être dans des boards d'entreprises françaises pour apporter justement ce que je trouve génial, c'est que j'ai appris au contact d'entreprises américaines avec des méthodes d'organisation, des méthodes de management, des méthodes de management de la performance, des choses qu'on ne fait pas en France, qui sont pas du tout inscrites dans la façon de gérer une entreprise. Et aujourd'hui, c'est ça ma valeur. Et c'est ça la valeur que je peux apporter à une entreprise française. Donc, le peu que je fais aujourd'hui, par exemple, pour Adéquate, je me rends compte que ça a un immense impact. Parce que j'apporte des petits conseils qui, pour moi, sont évidents. Parce que je baigne dans cette culture de performance américaine. Et qui apportent finalement beaucoup à des entreprises françaises. Donc, faire partie d'un board d'une entreprise américaine aujourd'hui, pour le coup, c'est pas quelque chose qui m'attire. J'ai plutôt envie de faire profiter les entreprises françaises de ma connaissance. Alors, on sent dans votre façon de parler, il y a beaucoup d'authenticité, il y a beaucoup de sincérité. Donc, on sent que vous avez, d'une certaine manière, passé la barrière de tout ce qui va être question de confiance en soi. Je parlais syndrome de l'imposteur, ou perroquet négatif, à toujours s'autocritiquer. Est-ce que c'est un des conseils que vous pouvez donner aux femmes, à savoir essayer de travailler aussi sa confiance en soi, son authenticité, de ne pas avoir peur d'être illégitime? Ça vous est... vous dites que vous avez été vendeuse, donc ça, c'est inné chez vous ou alors c'est travaillé? Non, c'est travaillé, bien sûr. Moi, j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais 24 ans. Et je dis souvent que avant mon premier CDI, j'ai fait une retraite pendant une semaine qui s'appelait « Qui suis-je ». J'ai passé une semaine en groupe à travailler sur qui je suis. Alors bien sûr, j'avais 24 ans et puis ça s'est jamais arrêté. Et aujourd'hui, j'ai 48 ans et ça fait 24 ans que je continue. Donc non, ça c'est travaillé. Mais j'ai cette confiance en la vie, en fait. C'est beaucoup plus fort qu'avoir confiance en soi. Et c'est ça qui m'aide à rebondir dans les moments difficiles. Bien sûr que j'ai eu des moments où je suis tombée et il a fallu que je trouve de la force pour repartir et repartir encore plus fort. Mais c'est ce travail sur moi qui est le fil de ce que de mon expérience professionnelle, de ma vie personnelle, de l'harmonie que j'essaie de mettre dans tous ces métiers que je fais, entre mon rôle de maman, mon rôle de femme, mon rôle de maîtresse de maison, mon rôle de fille, de copine, enfin bon, tout ça. Et ce travail de confiance, d'authenticité, en fait, il s'arrêtera jamais. Je ferai ça jusqu'à la fin de ma vie, en fait. Est-ce qu'au sein d'Adobe, vous avez mis en place justement des programmes en particulier pour les femmes sur tout ce qui va toucher les hauts potentiels, les aider à pouvoir se sentir légitimes, non seulement pour tout ce qui va toucher la dirigeance, mais pourquoi pas même plus? Bien sûr. J'ai jamais arrêté. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, même quand j'étais pas DG, mais que j'étais manager d'équipe, par exemple, de mettre en place des programmes pour aider les femmes dans ce qu'on appelle le marketing de soi. Je travaillais avec une personne qui s'appelle Laurence Attias quand j'étais chez EMC, et puis ensuite chez Salesforce, et puis aujourd'hui elle travaille, elle accompagne des femmes chez Adobe. Donc ça, c'est toutes les fonctions, hein, c'est pas du tout que les dirigeants. J'ai mis en place des programmes de leadership. J'ai signé un partenariat là récemment avec un autre réseau de femmes qui s'appelle Women in Sales, donc pour les femmes dans les fonctions commerciales et dans les fonctions managériales commerciales. Ça s'arrête jamais. Et puis après, j'essaie d'animer beaucoup et de mettre en place beaucoup d'événements au sein d'Adobe aujourd'hui, avec des réseaux de femmes, pour que les femmes d'Adobe y participent, découvrent des réseaux qui leur correspondent, puisque finalement il y en a plein des réseaux, mais il faut trouver le réseau dans lequel on se sent bien. Donc non, ça c'est mon devoir de le faire. C'est mon devoir aussi d'agir en tant
entre guillemets, que modèle, j'aime pas dire ça, mais d'expliquer mon parcours, d'expliquer ce que je fais, d'expliquer le travail que j'ai fait sur moi, parce que je me dis que ça va servir à ces autres femmes pour prendre confiance en elles, pour prendre des exemples. Et donc ça, je le fais tout le temps. Là, on vous sent très passionné. On se dit que s'il y avait que des femmes comme vous, à mon avis, il y aurait beaucoup plus de femmes dans les boards. Il y aurait même plus besoin de la loi Rixin. Alors, qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous pourriez nous donner comme conseil pour les femmes, pour les hommes, pour que, en fait, on puisse être dans le monde que vous êtes en train de créer, dans un monde qui est plus respectueux de la dignité humaine de chacun des collaborateurs ? Je pense que ce côté un peu, comment dire, je vais parler de réseau d'entre-soi, il peut être beaucoup plus ouvert en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ces réseaux soient un peu secrets ? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin que ces personnes qui entretiennent ces réseaux soient secrets ? Je trouve ça tellement conservateur. Et en fait, il y a une vraie différence entre les entreprises du CAC qui sont franco-françaises et qui ont forcément ce poids, cette responsabilité, qui sont restées dans des modèles de hiérarchie assez conservateurs, et donc avec des fonctionnements un peu plus conservateurs, par rapport à d'autres industries, d'autres cultures qui sont finalement plus modernes. Et si on regarde les pays et les industries dans lesquelles ça marche, c'est parce qu'on a essayé d'enlever cette pellicule de conservatisme, d'opacité. Et je pense que c'est ça qui est compliqué. Je veux dire, dès qu'on arrive dans un environnement un peu à l'ancienne, un peu conservateur, tout de suite on voit 81% d'hommes blancs en costume, cravate, etc. Quand on est dans des environnements beaucoup plus divers, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas ce côté entre-soi. Et je pense que, tout à l'heure, je parlais de leadership de cœur dans ma façon de manager, et moi, je crois qu'il faut qu'on s'ouvre. Il faut ouvrir ce monde-là à d'autres. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de rester entre nous, en fait ? Et je pense que c'est ça le principal problème. Après, il y a plein de choses qui existent aujourd'hui. Il y a des quotas, je dis toujours que c'est des sujets sur lesquels il faut qu'on soit intentionnel. Intentionnel, ça veut dire qu'il faut y mettre de l'intention. Et si on veut qu'il y ait 30% de femmes au comité de direction, sans parler des boards, il faut mettre de l'intention. Ça nécessite de travailler son réseau. Et on sait très bien que pour recruter des talents féminins, ça prend pas 3 mois. Pour aller recruter un talent féminin, ça va prendre 12, 18 mois. On sait. Oh là là. Parce qu'il faut aller la chercher, il faut la convaincre. C'est pas qu'un salaire et un titre qui va faire venir une femme. Donc ça se travaille. Alors qu'est-ce qui fait venir une femme ? Je pense que c'est vraiment un ensemble, c'est une culture, c'est une harmonie, c'est un projet, une raison d'être. C'est pas qu'une fonction avec un salaire. C'est un ensemble. Moi, j'utilise beaucoup aujourd'hui les femmes dirigeantes que j'ai embauchées, je leur dis, viens, tu vas aussi travailler sur toi. On va travailler ensemble, on va grandir ensemble. Pas que sur l'argent qu'on va gagner et les projets qu'on va gagner, mais sur le développement personnel qu'on va avoir ensemble. Parce que c'est pas facile ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on grandit ? Donc c'est un ensemble. Et puis après, des femmes attirent des femmes, ça c'est sûr. Donc un monde où il y a peu d'hommes va avoir beaucoup plus de difficultés à faire venir des femmes. Donc encore une fois, on arrive dans un modèle vertueux. Aujourd'hui, moi j'ai aucun problème pour recruter des femmes dirigeantes. Aucun. Parce que vous savez parler leur langage. Ouais, et puis parce que je crois que j'ai compris en fait comment ça marche. Sophia Yiannopoulos, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans ce podcast Women on Board. Peut-être un dernier mot à l'attention des femmes justement, par rapport au fait d'accepter de pouvoir être en recherche de board et de se sentir légitime tout simplement. J'ai commencé le podcast en disant que je poussais les portes. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Ne pas avoir peur de pousser les portes, quitte à ce que la porte n'aboutisse pas, comme j'ai dit, aboutisse à un cul-de-sac. Et après, la deuxième chose, c'est le réseau. C'est que quand quelqu'un me propose
de rencontrer une autre personne, en me disant, tiens, il faut absolument que je te présente Gila, je vais voir Gila. Je dis pas, j'ai pas le temps. Je vais voir Gila, c'est devient ma priorité. Et encore aujourd'hui. Pas dire, non, mais j'ai pas le temps, il faut que j'aille chercher les enfants à l'école, et puis là, j'ai trop de boulot en ce moment. Non, moi, c'est ma priorité. Donc s'ouvrir au potentiel. S'ouvrir aux opportunités que la vie nous donne, en fait. Et si Gila me dit, il faut absolument que tu rencontres, après avoir vu Gila, Marie ou Pierre, ben, je vais voir Pierre. Et en fait, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, il me dit, il faut absolument que tu rencontres machin. Et à chaque fois, je vais voir machin. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que ça marche. C'est un sincère intérêt pour l'humain, en fait. Oui. Et donc, je rencontre des gens incroyables, tous les jours. Regarde comment on s'est rencontrés. C'est vrai. C'est vrai que c'est une belle rencontre et heureusement, on en fait bénéficier tous les auditeurs aujourd'hui. Sophie Yanikopoulos, merci pour votre humanité. Merci pour cette belle leçon, qui est une leçon de don aussi de ce que doit être l'entreprise aujourd'hui. Le podcast Women on Board, c'est quelque chose d'important pour faire entendre des voix comme la vôtre. Donc merci d'avoir pris le temps. Merci Lila. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.